Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, écoutez, je me présente, moi je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. J'ai avec moi Ophélie Binet qui est chargée de communication et de marketing et qui nous a préparé ce petit webinaire. Voilà. On va vous parler des métiers qui recrutent dans le design pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Vous êtes toujours très nombreux à l'époque de la rentrée à vous poser des questions, bien sûr, d'orientation. Donc, on est là pour parler de ça pendant 30 minutes ensemble. Alors, pour commencer, pour démarrer, pour vous présenter un petit peu l'école, le temps que les personnes arrivent sur le webinaire, je vais vous faire vraiment en quelques secondes une petite courte présentation de l'école. Donc, l'école de Design La Fontaine, on est spécialisé dans les formations à distance en design graphique, en design d'espace et en design produit. Et on permet tout simplement à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors, notre méthode, elle repose sur trois fondements: la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. La bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun. L'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets. Et puis, le point clé, la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Nous sommes basés, comme vous pouvez le voir sur la photo, au cœur de l'Auvergne. Et nos apprenants, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, eux, sont situés sur tout le territoire français, voire au-delà. Alors, notre constat principal qu'on fait, c'est que nos apprenants sont des créatifs qui, la plupart du temps, ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et notre mission, ben, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Alors, quand on parle de projet, euh, ben, est-ce que on va vous parler, voilà, les trois points clés en fait de ce webinaire, les opportunités de carrière dans le secteur du design, dans un premier temps. Ensuite, on va vous parler des spécificités du secteur, et puis des salaires, des rémunérations dans le design en tant que salarié ou en tant que freelance. Et puis, vous pourrez, à la fin de ce webinaire, si vous le souhaitez, voilà, poser quelques questions. Puis nous, on vous donnera aussi quelques conseils pour vous aider à vous lancer. Alors, premier point déjà à clarifier, on va dire, c'est que souvent, les métiers créatifs sont considérés comme des métiers sans issue ou des voies de garage. Parce qu'il y a cette confusion qui a la vie dure, qui est que les arts plastiques, il y a une confusion en fait entre les arts plastiques et les arts appliqués. Les arts plastiques, c'est euh, tout ce qui est lié au métier d'artiste à proprement parler. Je suis dessinateur, je suis peintre, hein, j'expose dans une galerie. Alors c'est vrai que ces métiers-là sont des métiers formidables, hein, où la créativité s'exprime à 100%, mais en même temps, c'est assez difficile de gagner sa vie 100% en tant qu'artiste en exposant uniquement dans les galeries. Et souvent, on fait cette confusion avec les arts appliqués. Et là, les arts appliqués, c'est tous les métiers du design, justement, le designer graphique, le designer d'espace, l'architecte d'intérieur, le designer produit, et j'en passe parce qu'il y a aussi tous les métiers d'art. Et là, bah, forcément, il y a beaucoup plus de débouchés parce que, en fait, en art appliqué, on crée des produits concrets qui ont comme destination d'aider une entreprise dans ses ventes. On produit des objets qui ont une destination pratique, mais qui est aussi esthétique. L'artiste, lui, en art plastique, il fait du beau pour le beau. Donc, bon, bah, quand c'est très, très beau et qu'il arrive à le vendre, c'est formidable, mais on a énormément d'histoires dans l'histoire de l'art d'artistes voilà, qui galèrent toute leur vie. Et certains d'entre eux sont reconnus après leur mort. C'est super, mais bon, ils ont galéré quand même pendant ce temps-là. Donc, nous, juste pour recadrer un petit peu le débat, on parle d'art appliqué. Pour devenir designer dans les arts appliqués, il faut des compétences de créativité, il faut des compétences d'artiste, mais ces compétences d'artiste, on va les mettre au service des projets qu'on vend à une entreprise, qu'on vend en tant que salarié ou en tant que freelance, ou en tout cas au service de projets rémunérateurs.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que la France est réputée dans les métiers créatifs et qu'à compétences égales, ben, souvent, on préfère travailler avec des Français parce qu'ils ont un ils ont un niveau d'excellence dans le domaine des arts et du design. Le français est aussi recherché. Il y a cette notion de dimension éthique et durable qui est valorisée plus que jamais en fait par les savoir-faire artisanaux et dans lesquels nous, les Français, on excelle particulièrement et on est vraiment reconnu à l'international. On est reconnu pour être créatif et innovant. Pour vous donner un exemple, là, il y a ce qu'on appelle la French Touch, en fait, qui promeut la créativité et le savoir-faire français, et ça stimule l'économie, et ça renforce aussi l'influence culturelle de la France à l'international. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est BPI France. Donc BPI France, c'est un énorme organisme de financement des entreprises. Donc le design a vraiment, le design français, on va dire, a beaucoup d'atouts. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer si vous souhaitez vous lancer, de vous dire que le français a une sorte d'aura. Alors ça, c'est tant mieux, on va dire, pour nous. C'est un atout qu'on a. Profitons-en. Deuxième point clé, c'est de vous dire que le design est partout. C'est formidable parce que le design, aujourd'hui, il est à la croisée des arts, des sciences, de la technologie. Et il est en totale connexion avec le monde d'aujourd'hui, aussi bien dans sa réalité concrète que sa réalité économique. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, que vous soyez plus manuel ou conceptuel, il y a des débouchés possibles dans le domaine du design d'intérieur, de présentation, d'expérience, d'interaction, le design industriel, le design de service stratégique. Vous voyez un petit peu voilà, tous les mots-clés qu'on vous a mis à l'écran pour décrire les différentes possibilités d'exercer sa créativité en tant que designer. Un exemple, voilà, que je vous cite là ce soir, c'est la French Design 100, qui est un prix pour récompenser les designers français et leur reconnaissance à l'international. Donc entre janvier et février 2022, ce festival a récompensé 100 designers qui font rayonner le design français à travers le monde. Bah, c'est une occasion voilà, de parler de nous. C'est à nouveau cette fameuse French Touch. Bon, ça, c'est un festival parmi d'autres. Il y a une activité créative en France qui est énormément soutenue. Donc, c'est un atout, une fois de plus, pour nous, les créatifs, hein, pour pouvoir faire émerger des idées et trouver des débouchés, surtout à nos projets. Autre exemple que je peux vous citer ce soir, c'est tout simplement l'organisation des Jeux Olympiques, où il y a eu plusieurs designers renommés qui ont été impliqués dans différents aspects du design, de la scénographie et du design produit. Il y a eu par exemple Mathieu Lehanner qui a conçu la torche olympique et la vasque olympique. Vous avez Philippe Stark, designer connu parmi les grands designers, qui s'est occupé de la conception des mobiliers urbains et des installations temporaires autour des sites olympiques. Vous avez Ronan et Erwan Bouroulec qui ont travaillé sur le design des podiums et des éléments de signalétique. Vous avez Jean-Michel Villemotte qui a été responsable de la conception des infrastructures temporaires, y compris les pavillons et les espaces de détente. Donc ça, c'est pas mal d'exemples en fait pour vous citer. Et, alors, je pense aussi au logo, bien sûr, des Jeux Olympiques qui a été conçu par l'agence de design Royalties. Euh, voilà quelques exemples dans les Jeux Olympiques. Ok, il n'y en a pas tous les ans, mais il y a énormément de projets comme ça. On trouvait ça intéressant de vous montrer en fait comme une manifestation de ce type-là. En fait, il y a énormément de créatifs qui sont intervenus, dont énormément de designers qui sont intervenus pour, euh, pour aider au bon déroulement de ce projet. Et j'ai vraiment cité une infime partie des gens qui ont participé, bien sûr, aux Jeux Olympiques dans ce projet-là. Alors, le design, c'est un secteur avec des spécificités. On va en parler un petit peu maintenant. Il y a alors, on va vous parler de trois grands secteurs. Il y en a un qu'on a exclu. On va pas parler du design de mode, qui est une spécificité à lui tout seul, mais je vais vous parler du design graphique, du design d'espace et du design produit.
Pour commencer par le design graphique, voilà un petit peu un tableau qui vous résume un petit peu le, le- le- la disposition, qu'est-ce qui fonctionne, le pourcentage en fait d'activité dans le secteur du design graphique. Vous pouvez voir qu'il y a le design digital qui a une bonne présence avec ce design digital, hein, c'est tout ce qui est interface web, site internet, application. L'UX design, c'est ce qu'on appelle le parcours utilisateur. On va le retrouver à beaucoup d'endroits dans le design. Ça, c'est l'interaction, la mise en page web, les architectures, les scénarios d'usage. L'UI design, ça, c'est les visuels, les couleurs, le graphisme, la typographie. Le motion design, qui est très apprécié des jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qui est bandeau animé, publicité. L'infographie, l'infographie, c'est le graphiste pluridisciplinaire dans les PME. Il y a énormément de PME aujourd'hui, hein, donc petites et moyennes entreprises qui vont qui vont faire soit appel à une agence, soit à un moment vont considérer que c'est plus intéressant d'embaucher en interne une personne qui va être suffisamment large dans ses compétences pour à la fois s'occuper du site internet, de l'affiche, du logo, etc. Donc l'infographie, c'est un métier, il y a pas mal d'opportunités de salariat dans le domaine à l'heure actuelle. Le corporate design aussi, c'est la construction d'une identité pour des grosses organisations, cette fois-ci les entreprises, les collectivités, tout ce qui est mairie, etc. Ils vont faire appel à ce type de designer. Et puis, on va parler aussi de design durable. Ça se concentre sur la création de produits respectueux de l'environnement, utilisant des matériaux écologiques et des pratiques éthiques. On en reparlera un tout petit peu après, mais c'est quelque chose qui est forcément aujourd'hui intégré en fait dans sa pratique en tant que designer aujourd'hui. Voilà un petit panorama, une petite présentation de ce que c'est que le design graphique aujourd'hui, des différentes spécialités et spécialisations qu'on peut avoir dans le design graphique aujourd'hui quand on veut se lancer. Même sujet autour du design d'espace. Donc, il y a quatre grands secteurs, on va dire, que nous, on a identifiés dans le design d'espace. Vous avez le designer retail, qui, lui, va s'occuper de l'architecture intérieure commerciale. Vous avez le décorateur, scénographe ou visual merchandiser. Lui, il va aller vraiment il va aller dans les vitrines, il va rentrer plus à fond en fait dans une scénographie. Pour vous donner un exemple, quand vous allez Ikea, vous allez remarquer que si vous voulez acheter un rouleau de scotch, vous êtes obligé de faire tout un circuit. C'est un mélange de décorateur scénographe, de visual merchandiser et d'UX de parcours client en fait. On va vous obliger à faire un parcours client. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment intégrées dans tous les magasins. Il y a de moins en moins de place au hasard. Donc, les entreprises font appel en fait à des spécialistes pour créer des parcours clients, que ce soit en physique ou en virtuel, euh, pour, euh, euh, pour que le client voit le plus de produits possible, éventuellement achète, bien évidemment, c'est le projet. Quatrième secteur d'activité pour le design d'espace, c'est le paysagiste concepteur. Alors lui, il va aménager les espaces extérieurs, du jardin jusqu'au territoire. Il est en partenariat avec l'architecte et l'urbaniste et il intervient en amont. Et puis pour finir, un métier très connu, c'est l'architecte d'intérieur. Alors lui, il va agencer les espaces intérieurs, cette fois-ci, de façon esthétique et ergonomique. Et puis on va dire par déclinaison, l'architecte d'intérieur, c'est celui qui a le plus de compétences. Vous avez le décorateur d'intérieur, qui fait une partie uniquement du métier de l'architecte d'intérieur, ou le coach déco, le home stager, le home designer, l'étalagiste décorateur, voilà, pour vous donner quelques, je ne vais pas dire sous-métiers, mais spécialisation à l'intérieur du métier. C'est des questions qui reviennent souvent en entretien. C'est quoi la différence entre un décorateur d'intérieur et un architecte d'intérieur? L'architecte d'intérieur, il a toutes les compétences du décorateur d'intérieur, mais il va plus loin parce que lui, il peut voilà, créer des cloisons, créer des espaces, ce que ne fait pas le décorateur d'intérieur, par exemple. Troisième secteur d'activité, qui est celui du design produit, qui est le secteur où il y a le plus d'opportunités en fait aujourd'hui parce qu'il y a très peu de créatifs qui s'intéressent à ce secteur. Euh, c'est un secteur qui est un peu plus technique.
que les autres aussi en même temps, euh, qui, qui, euh, qui va demander un peu plus d'interaction aussi avec des entreprises. Quand une entreprise fabrique un produit, ben, elle a, on va dire, des licences, des compétences techniques pour fabriquer ce produit. À un moment, elle va dire, ben, ce produit, j'aimerais qu'il soit esthétique et ergonomique à la fois. Et c'est là que va intervenir le designer produit. Donc, tous les objets de notre quotidien, en fait, à un moment, ils ont une utilité. Et cette utilité, eh ben, on va lui donner une esthétique et une ergonomie, de toute façon à ce que ce soit facilement utilisable et prenable en main. Et là, ben, le designer produit va intervenir pour à la fois répondre aux compétences, aux contraintes techniques du produit, aux normes du produit, mais en même temps le rendre esthétique et ergonomique. Donc, des exemples, vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous aujourd'hui, d'un ordinateur, une souris, une bouteille d'eau, un stylo, une box, tous ces objets-là, ils sont passés à un moment entre les mains d'un designer produit qui a travaillé avec une équipe pour que l'objet soit esthétique et agréable à utiliser. Donc, on parle là de design industriel pour ça. Vous avez l'exemple le plus parlant et qui a le plus de succès chez les designers, c'est le design automobile. Donc, voilà, les autos aujourd'hui sont des objets enfin, les designers ont énormément d'interventions. Il n'y a pas un seul, voilà, un clignotant, un klaxon. Enfin, vous regardez l'intérieur d'une automobile aujourd'hui, le design est partout, en fait. Et puis, dernier point, qui est lié aussi à l'architecture d'intérieur, c'est le design d'ameublement au sens large du terme. Ça peut aller des meubles de la cuisine, salon, jusqu'aux luminaires. Toutes ces choses-là, c'est aussi, ça fait partie du design produit, mais on est à cheval, bien sûr, avec le design, avec l'architecture d'intérieur. Un architecte d'intérieur, selon le chantier qu'il va gérer, va peut-être aller jusque à la décoration et donc devoir gérer alors soit l'achat uniquement, mais d'avoir les réseaux, les connaissances pour aller acheter des objets intéressants, soit carrément la création d'objets spécifiques pour ses clients. Et là, bien sûr, on est dans le design produit à plein. Alors, il y a, pour parler un petit peu des secteurs émergents, ben là, je vais vous citer quatre secteurs qui sont transversaux en fait aux différents métiers du design et qui sont des compétences hein, ou des qualités qui sont recherchées aujourd'hui et qui vont vous permettre de faire la différence sur le marché du travail. La première, c'est la polyvalence en fait. Parce que bah, si on travaille en tant que designer dans une entreprise, si c'est une PME, on va vous demander justement cette polyvalence, cette capacité, plutôt que d'être ultra spécialisé, bah, plutôt d'être un petit peu touche à tout. Inversement, si vous travaillez dans une agence de communication ou une agence de design, là, peut-être qu'on sera intéressé, selon la taille, à ce que vous soyez très spécialisé dans un domaine. Parce qu'on vous fera intervenir que sur du motion design, que sur tel ou tel type de dossier. Mais donc la polyvalence reste aujourd'hui quand même quelque chose de très intéressant à rechercher. L'autre point clé, c'est l'éco-design. Tout ce qui est lié à l'éco-design en architecture, en design produit, tout ce qui est matériaux durables et recyclables. Euh, Même pour le web, on n'y pense pas, par exemple, la géographie des serveurs. Vous réalisez un site Internet pour un client. Ben, le fait, en tant que designer, d'aller proposer des images compressées avec la dernière technologie, et ça évolue très régulièrement. Même chose pour les vidéos, d'aller chercher des serveurs qui ne sont pas aux États-Unis quand on a un site en France. C'est des éléments qui vont permettre de faire la différence sur le marché du travail. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le design de service, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est au cœur, de toute façon, de toute démarche de design. C'est, on va dire, d'avoir en tant que créatif cette empathie pour l'utilisateur final, en fait, du produit que vous êtes en train de créer. Se dire que vous ne faites pas un truc pour qu'il soit uniquement joli, vous faites quelque chose de joli, mais aussi de pratique pour l'utilisateur qui va l'avoir entre les mains ou qui va devoir s'en servir. Et puis, dernière compétence recherchée aujourd'hui, ben, comme les métiers du design sont en train de se développer et que les entreprises grossissent, en fait,
eh ben, on cherche de plus en plus de chefs de projet. Donc, le secteur manque de managers, tout simplement, qui à la fois vont avoir des compétences dans le domaine et vont pouvoir justement gérer une équipe de designers. Voilà pour ces quatre spécialisations ou ces quatre points clés qui vous permettent de faire la différence dans les métiers du design aujourd'hui. Question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que je me lance en tant que salarié ou en tant que freelance? Alors, tout simplement, pour faire un état des lieux, il faut vous dire qu'aujourd'hui, il y a 50% de designers qui sont à leur compte et 50% qui sont salariés. Et peu ou prou, toute spécialité confondue, c'est ces chiffres-là. Donc souvent, ce qu'on constate, c'est que on débute par une activité de salarié pour se faire un petit peu la main, pour voilà, apprendre aussi des collègues des autres. Et puis ensuite, ceux qui décident de se lancer en freelance parce que ils vont avoir des projets plus variés, puis il y a une liberté aussi d'action en tant que freelance qui est plus intéressante, vont se lancer dans le freelance. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est lancé dans le freelance, qu'on a goûté un petit peu à la liberté, parfois c'est difficile de revenir au salariat. Malgré tout, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque euh, statut. En tant que salarié, vous avez voilà, la sécurité, on va dire, du salaire qui tombe à la fin du mois. En tant que freelance, il y a bien sûr l'incertitude du salaire puisque ça va dépendre des contrats que vous allez mener. Mais vous avez, en tant que freelance, beaucoup plus de liberté d'action. Aujourd'hui, on parle par exemple de nomades designers, particulièrement dans le domaine du graphisme. Eh bien, des gens qui voyagent, qui se baladent, parce que quand on fait des sites internet ou des logos, on n'est pas obligé de voir les clients directs. Aujourd'hui, alors la pandémie et le Covid en 2021-22 a complètement fait exploser ça, hein. C'est-à-dire qu'avant, ce que les gens croyaient ne pas être possible, on constate que le télétravail, ça fonctionne très bien. Donc le nomade design est tout à fait possible. C'est une activité qui peut tout à fait se pratiquer à distance et de chez soi ou en déplacement. Et comme ça, on gère hein, beaucoup plus facilement son emploi du temps. Dans les grands groupes, généralement, on est plutôt salarié, bien sûr, hein, quand on fait du design corporate. Et puis, autre point, petite astuce comme ça, c'est une façon de devenir salarié dans une agence. Ben, souvent, c'est de commencer par des missions en tant que freelancer. Souvent, les agences vont avoir, comme la majorité des entreprises en France, les agences de communication et design ont entre 4 et 10 salariés. C'est en dessous de 10 salariés en tout cas. C'est la grande moyenne, c'est 90% des entreprises qui sont comme ça en France. Et bah, il y a, au début, quand on a des surplus de travail, on fait d'abord appel à des freelancers. Et puis, si l'entreprise se développe, ça va devenir intéressant de salarier en fait cette personne. Donc, dans votre stratégie de recherche d'emploi, c'est intéressant pour vous de ne pas être frileux, de ne pas mettre de côté tout de suite le freelance, de vous dire, et on va en parler après, je m'inscris sur des sites, je cherche à être un petit peu de freelance parce que derrière, il va peut-être y avoir une opportunité de salariat dessus. Alors, on parle un petit peu de salaire, hein. Je vais vous laisser, bien sûr, je vous laisse regarder ce qui se passe à l'écran. Le design produit est vraiment comme il y a peu de designers produits, ben, c'est là où il y a des rémunérations les plus intéressantes. Puisque vous voyez, on peut démarrer en tant que junior entre 3500 et 4000 euros brut par mois. Et puis, ça monte bien sûr en tant que senior. Et même sur les indépendants, les designers produits ont plutôt la part belle, en fait, hein. Vous pouvez, alors ces chiffres-là, ils sont vérifiés, hein, ils datent de 2024. C'est des sources fiables. Vous pouvez aller retrouver, tout simplement, je vous montrerai des sites de freelance où vous retrouverez hein, ces taux de facturation journalier. Donc, par défaut, on a mis exprès là, le 150 euros, mais c'est vraiment, c'est pas du tout la moyenne, c'est plutôt 300 hein, pour un freelance, hein. 150, c'est vraiment quand on débute et qu'on veut, je cherche le mot qu'on veut faire, aide-moi, Ophélie, du, Juste avoir des clients. ouais, voilà, juste avoir des clients pour démarrer, mais voilà, c'est des clients étrangers. Si vous regarderez sur le site, c'est souvent des étrangers hein, qui facturent à 150. Les designers français, ils facturent plutôt à un minimum de 150, 300 euros pour débuter.
Design graphique, voilà, ben, entre 24 et 28K annuels bruts pour démarrer. Et puis en montant, ça peut aller jusqu'à 40K pour les facturations de jour. Voilà, on retrouve voilà, des choses plus normatives avec du 280, entre 280 et 850. 850, c'est vraiment quand vous êtes très, très compétent, très spécialisé dans un domaine. Là, vous pouvez facturer aussi cher. Ce n'est pas du tout la norme, hein. La norme va plus être autour de 350, hein, vous verrez. Voilà. Designer UX aussi, très, très recherché aujourd'hui, les designers UX, hein, tout ce qui est expérience utilisateur. C'est voilà, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ben, forcément, ça fait monter les salaires. Le motion designer, c'est aussi ça, c'est un métier très spécifique. On va retrouver des montants de rémunération entre 28 et 45K en brut annuel. Et puis, pour finir, le directeur artistique. Donc là, bah, le directeur artistique, hein, on va parler de management, hein, bien sûr, c'est ce que j'évoquais. Donc là, on est sur des chefs de projet qui ont un ensemble de compétences et qui sont capables de gérer une équipe. Et on est entre 35 et 50K brut annuel, 35K quand on démarre et 50 quand on est confirmé et avec voilà, des facturations en tant que freelance pour le coup, entre 250. 250, c'est vraiment la marge basse, hein, pour les directeurs artistiques. Et 400. Alors, vous avez fait des moyennes. L'idée, c'est pas de vendre du rêve, c'est de donner des rémunérations le plus réaliste possible. Donc, moi, par défaut, j'ai tendance, je préfère être modeste et prenez toujours la marge basse de ce qu'on vous dit. Comme ça, au moins, il y a pas de mauvaise surprise. Alors, pour trouver un poste de salarié ou des clients, ben, vous avez Indeed, qui est une très bonne source de recherche. Vous avez France Travail, où on retrouve, vous voyez, aujourd'hui, on a, là, c'est les chiffres qu'on est allé chercher très récemment, Indeed, 14 000. France Travail, on est à 14 000 offres d'emploi. Vous avez Monster, 12 000 offres d'emploi. Mais vous avez aussi, on n'a pas pu tout comptabiliser, mais vous avez Malte, 99 Design, graphis.com, Upwork, et j'en passe. Alors, on a cité 5 euros. C'est pas nous, par exemple, nos élèves, on ne va pas les inciter à aller sur 5euros.com. 5 euros, c'est vraiment c'est pour un appel d'offres, mais ça donne de la visibilité. Puis pour démarrer, pour se faire la main, c'est intéressant. Après, si vous allez sur 5 euros, si vous ne connaissez pas, vous verrez qu'il y a très, très peu d'offres à 5 euros. En fait. Voilà, c'est un mot pour dire, OK, je fais une offre à 5, mais la plupart du temps, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, juste pour vous parler de Malte, pour ceux qui connaissent Malte, je ne veux plus dire de bêtises, je ne sais plus s'ils n'ont pas levé 40 millions d'euros, enfin, c'est une licorne aujourd'hui, Malte. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise pour freelancers qui met en relation des freelances et des entreprises qui arrivent à lever des millions d'euros. Ça veut dire que ça marche du feu de Dieu. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, il faut dire que le marché est dynamique, que bah, comme dans tous les marchés, il y a de la concurrence, mais il y a beaucoup de débouchés derrière. Donc, c'est une excellente nouvelle. Quand on voit une entreprise qui lève des fonds, c'est plutôt bon signe parce que bah, ça veut dire que des investisseurs lui font confiance pour se développer. Ce qui est le cas de Malte l'année dernière, cette année. Alors, quelques conseils avant de se lancer pour finir cette présentation, puisqu'on arrive déjà à la fin. Il faut vous dire que les métiers continuent d'évoluer. On le voit sans cesse avec la révolution de l'IA cette année, c'est redevenu un petit peu sur le devant de la scène, mais les chiffres n'ont pas changé. 85% des métiers sont à inventer d'ici 20 ans. 8 métiers, plus de 8 métiers sur 10 n'existent pas encore. Alors, pour vous donner quelques idées, on parle aujourd'hui en design, on parle de divergent thinking. C'est cette capacité à imaginer un usage dérivé à un objet. Alors, les compétences de base à développer en tant que designer, bah, c'est vraiment, bien sûr, la technique. Mais dans la technique, il faut savoir être destructif, c'est-à-dire savoir rompre avec l'existence, savoir renouveler en fait. On peut utiliser des choses qui existent déjà, mais il faut les renouveler. Notre job en tant que designer, c'est de savoir faire ça. Deuxième point clé, c'est la confiance, parce qu'il faut dire qu'à compétence égale, ben, la confiance en soi fait la différence. Ça, 80% de la réussite, c'est de la confiance en soi. Je ne suis pas le seul à le dire. Voilà, il y a tout, c'est vraiment aujourd'hui une porte enfoncée de vous dire que dans le rayon des soft skills, c'est ce qu'il faut aller travailler. C'est vraiment essentiel.
Et ça, la confiance, elle va se travailler, bien sûr, à travers l'acquisition de compétences techniques, théoriques, mais aussi des choses très concrètes, de connaissance de soi, finalement, pour pouvoir être le plus à l'aise possible avec les autres, avec son métier, avec sa créativité. Et puis, le dernier point, quand on est créatif, hein, c'est d'être ouvert d'esprit. Parce que ça va vous permettre de défendre vos idées, ça va vous permettre aussi d'accepter la critique. Quand on présente des nouvelles choses, on est toujours en première ligne et on est rarement à l'abri des critiques des autres. Et bah, il faut, en tant que créatif, il faut accepter cette critique, savoir se renouveler, savoir proposer quelque chose de nouveau, de façon à continuer d'avancer. Voilà, rapidement, hein, pas pointé, on pourrait faire un webinaire complet rien que sur ces trois mots-clés. Mais voilà pour vous en parler rapidement. Derniers petits éléments qui vont vous aider à y voir plus clair, c'est cette notion d'aller chercher, de vous aider à trouver votre niche de marché. Au début, on part avec des compétences larges, donc on est polyvalent dans sa spécialisation, mais dès que vous allez trouver une niche de marché, vous avez un premier client dans un secteur spécifique qui vous convient, ben, le bouche à oreille va aider. Généralement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on aime ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait. Donc, d'aller chercher votre niche de marché, d'être en même temps polyvalent dans votre spécialisation, d'éviter les pièges de la mauvaise préparation au marché du travail. Euh, les statistiques montrent que 80% des personnes qui sortent d'une formation se sentent mal préparées au marché du travail qu'ils vont affronter. Donc, c'est essentiel de faire cette préparation. Et puis, donc, pour préparer son entrée sur le marché du travail, ben, il faut aller chercher des connaissances sur l'économie de ce marché, d'avoir des compétences aussi en tant que designer en marketing, en économie-gestion, des capacités managériales, c'est les petits plus. Et puis, comme je vous le disais, de cultiver les soft skills, ce qu'on appelle les compétences douces, qui vont vous permettre de faire la différence. Alors, j'ai brossé ça de façon vraiment très rapide et très superficielle. On pourrait bien sûr détailler aussi ces quelques points que vous avez sous les yeux, mais ce n'est pas l'objet ce soir. On voulait vraiment vous faire déjà un état des lieux un petit peu du marché, du design. Et j'arrive à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés dans le chat Ophélie, ou si vous voulez directement prendre le micro pour poser des questions, que ce soit bien évidemment sur la conférence ou sur l'accompagnement qu'on propose en tant qu'école pour se lancer en tant que designer et exercer le métier, ben, vous êtes bien sûr les bienvenus, je suis disponible. Pour le moment, il n'y a pas de questions. J'aimerais ajouter aussi qu'il est important quand vous devenez designer d'avoir cet état d'esprit que vous devez répondre à un besoin. Les personnes ont besoin de vous parce que vous pouvez répondre à ce qu'ils demandent, ce qu'ils souhaitent de manière esthétique et aussi à travers le visuel. C'est notamment le cas pour le designer graphique, de transmettre un message de manière visuelle, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines entreprises et vous pouvez retranscrire cela. Et donc, du coup, que ce soit en design graphique, en design d'espace ou en design produit, c'est vraiment le but de votre métier, c'est de répondre à un besoin, à un cahier des charges. Et du coup, pendant que je disais cela, on a une question de Virginie. Donc, bonjour, l'IA n'est-elle pas une menace dans le domaine du design? Ah, merci pour cette question, ça me fait plaisir. Alors, c'est une très très bonne question et qui est tout à fait légitime puisque depuis un an on entend parler de l'IA, voilà, qui est arrivé quand même en fanfare, on va dire, sur le marché avec ChatGPT, avec les IA génératives, les IA génératives d'images. Je vais y arriver. Alors pour moi, non, pas du tout. Pas du tout, c'est même l'inverse. Je vais vous donner deux exemples. Quand la photographie a été inventée à la fin du 19e siècle, hein, les peintres, hein, qui étaient les portraitistes, ont crié bien évidemment au scandale et ont eu une peur fondée ou pas. En tout cas, ils ont eu très très peur en fait de l'arrivée de la photographie, pensant que ça allait leur enlever leur boulot.
Et en fait, il s'est passé l'inverse. La peinture s'est renouvelée en fait à l'époque. Les impressionnistes sont arrivés. On a arrêté de peindre de façon réaliste. Et c'est l'ouverture à une nouvelle, à tout un tas de courants qui continuent aujourd'hui et à une façon finalement de représenter le réel complètement différente au fur et à mesure des décennies. Premier exemple. Deuxième exemple très concret, c'est l'arrivée, pour le coup, des logiciels à la fin des années 80, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, les logiciels qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question d'utiliser en tant que designer aujourd'hui. À la fin des années 80, la plupart des graphistes travaillaient exclusivement à la main. Et ils ont eu exactement cette même réaction que ont certains designers aujourd'hui en voyant arriver l'IA, en disant ah là là, mais on va nous piquer notre boulot, si maintenant c'est des machines qui font le job. En fait, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a permis tout simplement de décupler aussi bien la créativité que la productivité des designers. Et ça a ouvert le champ des possibles. Ça a permis au design d'être découvert par énormément d'entreprises et d'être accessible aussi par les entreprises. Alors l'IA, il se passe exactement la même chose aujourd'hui. L'IA ne peut pas remplacer un designer. Donc nous, on a déjà intégré d'ailleurs dans notre cursus, on a intégré des cours avec des spécialistes IA, mais non pas pour dire en claquant des doigts et en écrivant un prompt, fais-moi un logo, mais plus pour aider les créatifs à aller chercher des nouvelles idées, à aller chercher des nouvelles sources d'inspiration pour créer leur design. Donc ensuite, il y a des solutions en effet de faire soit du 100%, 100% à la main, 100% logiciel, et puis 100%. Alors 100% IA, aujourd'hui, franchement, il n'y a rien qui réellement tient la route. Nous, de ce qu'on a vu, hein, on a rencontré des designers et je vous dis, on a intégré maintenant l'utilisation de l'IA dans notre process créatif. L'IA ne crée pas toute seule, elle a besoin d'être dirigée par un homme et c'est juste un outil supplémentaire. Voilà. Je ne peux pas détailler parce que ce serait aussi le sujet d'une conférence à part entière, mais la réponse, ceux qui ont peur de l'IA, c'est que techniquement déjà, ils ne sont pas au point. Donc ce qui va se passer avec l'IA, c'est que les meilleurs vont devenir encore meilleurs parce qu'ils vont utiliser l'IA à bon escient. Et ceux qui étaient déjà pas bons, ben, ils vont, désolé pour eux, hein, mais ça ne va pas les aider, en effet, parce que l'IA ne va pas combler, en fait, je ne vais pas dire leur incompétence, mais en tout cas ce qui leur manque. Je ne sais pas si je réponds à la question. Peut-être Ophélie, tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon? Oui, après, Thierry. en tant que designer, vous êtes libre d'utiliser l'IA ou non, ce que j'ai mis dans le chat. Et si vous ne Ouais. l'utilisez pas ou si vous l'utilisez, dans tous les cas, ça va développer votre singularité. C'est ça qu'il faut en fait utiliser et rechercher, c'est votre singularité. Donc, à vous professionnaliser, à vous spécialiser dans ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. Et Ouais. voilà, et si vous n'utilisez pas l'IA, c'est pas grave, c'est vraiment, ça peut faire votre valeur ajoutée. Et Très, donc, très juste, et juste, voilà, mm, juste pour compléter ton propos, il y a puisque c'est un sujet d'actualité, il y a des agences qui ont la marque de fabrique garantie sans IA, et d'autres inversement avec l'aide de l'IA. Donc, vous voyez, c'est devenu presque un outil marketing aujourd'hui de dire qu'on utilise ou pas l'IA. Mais une fois de plus, l'IA ne remplacera jamais, ou alors on n'en est pas du tout là, en tout cas, l'IA qui remplace un designer. Et pour juste aller plus loin, parce que ça me paraît hyper important, si vous allez par exemple sur 5euros.com, vous pouvez acheter un logo à 5 euros. Mais en fait, vous n'achetez pas un logo, vous allez acheter un logo dans lequel on va juste mettre le nom de votre société en dessous d'un truc déjà préformaté. Donc il y aura toujours des gens qui vont acheter des produits très bas de gamme comme ça. Et eux ne s'intéressent pas au designer. Le designer, lui, va tout de suite vendre un produit qui est fait main et pour rejoindre les propos d'Ophélie, il vend une singularité, il vend une créativité. Donc c'est important aussi d'apprendre à s'adresser à la bonne clientèle quand on est designer et d'aller au bon endroit. j'ai une question de Ludo. Donc, c'est une formation qui donnera les compétences d'architecte d'intérieur ou de décorateur. Si je ne me trompe pas, vous n'avez pas fait d'analyse d'emploi après formation. Qu'en pensez-vous?
Archi d'intérieur, analyse d'emploi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous, on a 80% de taux d'intégration du marché du travail à 6 mois sur nos diplômés, tous diplômes confondus. Voilà, vous trouverez les infos. On est dans nos certifications, sans rentrer dans les détails, on est certifié Qualiopi, on a des obligations, on va dire, légales. Donc, on a un taux d'intégration du marché du travail de 80%, ce qui est, alors, vous pouvez dire, ah, c'est que 4 sur 5 ou que 8 sur 10. C'est beaucoup par rapport à, pour ces diplômes-là. Voilà. Bonjour. Alors pourquoi on a ça? D'ailleurs, je le précise, puis après, pardon, tout, je vous laisse la parole. C'est parce que justement, on accompagne nos élèves jusqu'à l'emploi. On fait ce travail-là. On a compris qu'il ne fallait pas se contenter de former des gens à devenir de bons designers. Ça ne suffit pas. C'est hyper important de vous donner les clés pour aller trouver du boulot. Et donc, on travaille avec vous concrètement là-dessus. Je vous laisse poser votre question. Oui, Daniel, tout. Donc, du coup, j'étais intéressé par la formation de designer produit. Oui. Et du coup, j'aimerais bien savoir si, en se formant au métier de graphiste, est-ce qu'il y a des modules qui peuvent complémenter ça? Euh, Alors, vous voulez dire, vous vous formez au design graphique, Photoshop, oui, Photoshop, de vous donner InDesign, oui, voilà, ouais, les packages en plus, est-ce que ça les permettrait passerelles, ouais, d'augmenter, voilà, ouais. ouais. Alors nous, tout simplement, dans notre formation, il y a 3 grades en fait, qui correspondent à différentes étapes en fait de la formation. Dans le grade 1, c'est un tronc commun en fait entre toutes nos spécialisations où on va vous apprendre toutes les bases techniques, théoriques, la méthodologie de travail liée au métier du design. Et une fois que vous avez validé ce grade, là, vous pouvez rentrer dans une des 3 spécialisations, graphisme, espace ou produit. Mais il y a aussi la possibilité, tout simplement, de prendre 2 spécialisations, à la fois graphisme et produit. Et les métiers du design sont comme les doigts de la main. En effet, comme vous le dites, c'est complémentaire. Donc, quand, par exemple, dans Photoshop, vous avez de la 3D. Par contre, les modules de 3D que vous avez dans Photoshop, alors quand je parle de modules, c'est-à-dire que vous pouvez traiter de la 3D sous Photoshop, mais vous ne pouvez pas traiter de la 3D qui va être industrialisable, que vous allez pouvoir donner par exemple à une imprimante 3D. Là, il faut passer par un logiciel spécifique Rhinoceros 3D. Donc, vous pouvez avoir une pratique de graphiste qui travaille le volume, parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu votre question. Euh, il vous faudra, par exemple, apprendre l'utilisation du logiciel Rhinoceros 3D pour mettre par exemple les volumes que vous avez créés sous Photoshop, vous allez ensuite les retranscrire sur Rhinoceros de façon à pouvoir les modéliser et puis pouvoir les imprimer cette fois-ci ou en faire des moules et les industrialiser si besoin, si vous avez des projets de ce type-là. Mais la démarche créative liée au métier du design, donc savoir accueillir un cahier des charges, une demande client, ensuite proposer des pistes créatives et ensuite aller jusqu'au livrable, reste la même qu'on fasse du graphisme, de l'espace ou du produit. Par contre, à un moment, forcément, il y a des outils qui ne sont pas les mêmes. Et là, selon les spécialisations, il faut changer d'outil. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 merci. Je vous en Ouais, prie. ouais. Je n'ai plus de questions dans le chat. J'ai répondu dans le Ok, chat de mon côté. parfait. Voilà. Eh bien, si on n'a plus de questions, on est dans un bon timing. 45 minutes, c'est une bonne durée pour une conférence. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent après coup, tiens, il y en a une qui arrive, c'est ça? C'est ça. C'est la règle, hein. C'est la règle. J'en ai deux. J'ai Fatimata. Donc, ces formations sont-elles accessibles aux personnes qui n'ont jamais eu de formation dans les domaines de la création, donc du coup qui n'ont aucune base et qui ont eu un parcours d'autodidacte? Première Oui, question. tout à fait. Alors, nous, de toute façon, quel que soit votre parcours avant, que vous ayez eu déjà des compétences ou que vous en ayez pas, on va partir du principe par défaut
que vous savez rien en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on préfère vous donner l'intégralité en fait d'un programme de compétences à acquérir. Si vous savez déjà des choses, vous irez plus vite. Par contre, si vous ne savez pas, ben, tant mieux parce que c'est essentiel d'avoir des bases vraiment solides dans le domaine, que ce soit en dessin, en art plastique, la théorie des couleurs. Il y a des choses qui sont la perspective. Pour donner l'exemple de la perspective ou de la théorie des couleurs, c'est des éléments que n'importe quelle spécialisation de design a besoin de connaître. C'est des éléments de base. Donc toutes ces choses-là, on les voit un peu dans le gradin. Après, des gens qui ont déjà, on a des personnes qui arrivent avec déjà un socle de compétences suffisant. On va établir, on va vérifier qu'ils ont bien les compétences et éventuellement, ils pourraient rentrer directement en grade 2. Mais dans votre cas, si je comprends bien, c'est plutôt l'inverse. Si vous n'avez aucune compétence, nous, on va tout vous apprendre. Le prérequis pour rentrer en formation avec nous, ça va être principalement la motivation. Donc, on va vous demander, bien sûr, de remplir, on fait les choses par étapes quand même. D'abord, de remplir un questionnaire d'orientation. Dans ce questionnaire d'orientation, il y a un ensemble de questions qui vont nous permettre de connaître votre situation, vos antécédents, et puis justement, où est-ce que vous en êtes dans votre compétence et puis vos projets, surtout, à l'avenir. Et après cela, on pourra vous proposer un entretien durant lequel on va identifier vos besoins pour voir si tous les feux sont au vert pour pouvoir vous accueillir dans une formation et vous accompagner à l'acquisition de compétences et aussi jusqu'à l'emploi, puisque c'est très clairement, nous, le cahier des charges qu'on s'est fixé. Il y avait une autre question ou j'ai fait les deux d'un coup? Alors, j'ai une question. Je suis nulle en dessin, mais je suis très créative et j'ai déjà été formée en marketing digital et je m'appelle. Hmm. Alors, est-ce que vous avez votre place? Il faut qu'on prenne le temps d'en discuter ensemble, parce que voilà, en une phrase, je ne peux pas vous dire oui pour vous faire plaisir ou pour quoi que ce soit, mais la créativité, c'est le point clé. Le dessin, c'est des compétences à acquérir. Alors ça, c'est une idée reçue qu'ont les gens de croire que le dessin, il faut avoir du talent pour savoir dessiner. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et d'autant plus qu'on ne demande pas à un designer de savoir dessiner comme Picasso. Le dessin, pour le designer, est un outil qui va lui permettre de mettre sur le papier ses idées. Par contre, c'est essentiel d'avoir ses bases en dessin, de perspective, de savoir faire des formes simples, des cubes, des carrés, des triangles, des cônes, et de les assembler les uns avec les autres. Je fais vraiment la version de base, mais parce qu'on commence par ça, la perspective, un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Et ça, n'importe qui peut y arriver en quelques cours, quelques heures de pratique. On commence par ça. Après, ceux qui se prennent au jeu et qui ont envie de pousser plus loin la pratique, bien évidemment, ils le font. Nous, tout au long de la formation, on va vous proposer des cours de dessin pour vous perfectionner. Mais l'idée, c'est juste de savoir poser vos idées sur le papier. Y a rien, si vous passez par un logiciel, vous allez perdre un temps considérable. Les gens qui, par exemple, en archi d'intérieur, veulent directement attaquer le logiciel de 3D j'ai une pièce devant moi et puis je veux dessiner, je veux poser une cloison, une étagère et trois meubles. Avec quelques notions de perspective, ça se fait en 4 minutes montre en main, ce genre de choses. Et bah, quand vous êtes face à un client, c'est quand même beaucoup plus simple de lui dire, voyez votre espace, je vous fais un petit croquis et je vous donne une idée. Certes, il n'est pas parfait, mais moi j'ai les idées, elles sont là et ça suffit. Ensuite, si on signe, on développera pour le coup là, je vous ferai des jolis plans 3D qui seront utilisables. Mais toutes les idées créatives, elles se posent sur le papier. Donc, et il y a, voilà, pour revenir à votre question principale, si vous êtes créative, on va vous apprendre à dessiner suffisamment pour pouvoir poser vos idées sur le papier. Et j'ai une question de Alexiane, donc qui me parle un peu plus de la formation donc architecte d'intérieur à l'école. Mhm. Et donc, du coup, à la fin, elle se demande si elle est reconnue comme architecte d'intérieur et c'est quoi l'équivalent du diplôme. OK. Alors, architecte d'intérieur, il n'y a pas de. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme architecte d'intérieur n'a aucune reconnaissance. Ça n'est pas réglementé en France. Par exemple, vous ne pouvez pas vous décréter avocat, vous ne pouvez pas vous décréter médecin. Ce sont des métiers réglementés. Le métier d'architecte seul
lui aussi est réglementé. Architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, graphiste, coiffeur, je pourrais en citer 150 comme ça, ne sont pas des métiers réglementés. Donc si vous avez envie du jour au lendemain d'apposer une plaque en bas de chez vous avec marqué architecte d'intérieur, vous pouvez le faire. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez les compétences et que vous serez en capacité d'exercer. Donc, pour répondre à la deuxième question de la reconnaissance du diplôme, aujourd'hui, nous, le diplôme qui est délivré par l'école n'est pas encore reconnu par l'État parce que c'est un processus assez long, justement, qui prend en moyenne 5 ans et qui demande justement, enfin, il y a je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour être inscrit ce qu'on appelle au RNCP, nous avons des titres RNCP sur nos diplômes de graphiste. Pour ceux d'architecte d'intérieur, c'est un travail qu'on est en train de faire. Pour autant, on a 80% d'intégration du marché du travail avec aussi nos architectes d'intérieur. Donc, on travaille là-dessus. Mais on a aussi des assurances, c'est une question, j'en profite parce que c'est une question qui revient souvent. Ah oui, mais si votre diplôme n'est pas reconnu, vous n'arriverez pas à obtenir une garantie décennale. Ben, nous, on a un partenaire en tant qu'assurance qui a regardé notre programme, qui a regardé nos élèves, qui a dit non, non, mais moi c'est bon, je vous assure, il n'y a pas de souci. Vos élèves qui sortent de chez vous, on leur donne, enfin, on leur donne, on leur vend, parce que les architectes ne donnent pas leur assurance, hein, mais on leur vend une garantie décennale. Il n'y a pas de souci, ils pourront être assurés chez nous en tant qu'architecte d'intérieur. Voilà. J'essaie d'être le plus transparent et clair possible. Le sujet n'est pas forcément très clair parce que dans le domaine de la formation, entre les certifications, les titres, les RSCH, les RNCP, etc., c'est un vrai micmac. Donc, beaucoup parfois d'organismes de formation en jouent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui prévaut, en fait, le diplôme, oui, c'est important, c'est un signe de reconnaissance sur le marché du travail. Mais après, ce qui va jouer pour vous installer, c'est votre book. Vos clients, vous n'allez pas les trouver avec un diplôme, hein. Ce n'est pas en leur montrant votre diplôme que vous allez avoir du boulot avec eux. C'est en leur montrant votre book et votre book, si la qualité des projets qui sont présentés dedans les impressionne et leur donne envie de travailler avec vous, c'est ça qui va fonctionner. On est bon. On est bon, on a fait Je le n'ai plus de tour? questions. Ok, parfait. Bah, écoutez, on reste disponible. Si vous avez voilà, des questions, tu peux peut-être mettre le lien du questionnaire d'orientation dans le chat. Oui. Après, vous avez le numéro de téléphone de l'école, le site internet. S'il y a des questions qui vous viennent ce soir, demain, après-demain, on reste dispo pour y répondre, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de créativité dans vos projets. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.